façade est assez sombre, surtout par rapport aux intérieurs, parce qu'à l'intérieur, on va trouver essentiellement du style rocaille. Vous savez, dans Paris, le style rocaille, il n'en reste pas beaucoup. Hein, c'est vraiment assez exceptionnel parce qu'à un moment, le rocaille n'est plus à la mode. On préfère le néoclassicisme, on préfère des choses beaucoup plus sobres. On détruit, on recommence, on décore d'une façon différente. Et bien, ça ne va pas être le cas ici, et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Mais la façade ne vous indique pas qu'à l'intérieur, on va trouver les splendeurs et les débauches du rocaille, puisque finalement, c'est assez classique. Il y a 9 travées, un avant-corps principal. Regardez le fronton triangulaire, évidemment, au fronton, au tympan, on avait les armes des Soubise. Tout cela a disparu pendant la Révolution. Un toit en ardoise, des pots à feu en décor, les sculptures, Robert le Lorrain. Nous avons au premier étage les 4 saisons. Vous les reconnaissez, les 4 saisons? Regardez, à gauche, le printemps, Flore. Ensuite, nous avons Cérès, la déesse de l'été. Et puis Bacchus pour l'automne. Et la vieillesse pour l'hiver. Je vais vous parler de l'hôtel de Rouen parce qu'il est en restauration grâce au mécénat américain. Ensuite, nous ouvrons des hôtels qui datent du XVIIe siècle. L'alignement de tous ces hôtels particuliers du Marais qui ont été rachetés au fur et à mesure pour accueillir les archives, pour aussi installer l'administration, pour installer la direction. Alors, on a l'hôtel d'Assy, l'hôtel de Breteuil, l'hôtel de Joncourt et l'hôtel Fontenay. Tout ça, c'est les archives nationales. Et puis, vous avez tous ces bâtiments qui ont été construits par la suite. Le plus récent, alors, ici, on avait vraiment tout l'hôtel de Clisson, là, dans toute sa longueur. Hein. Il reste juste les 2 premières travées du XIVe siècle, avec cette entrée monumentale. Et tout le reste a été reconstruit sous Louis-Philippe, et tout cela aussi. Donc ça, c'est sous Napoléon III. Qu'est-ce que nous avons? Le Garant. Alors, le Garant, centre d'accueil et de recherche des archives nationales. Qu'est-ce que nous avions au rez-de-chaussée et que nous allons visiter, hein, sauf qu'évidemment les lieux sont quand même occupés, comme cette première pièce, hein, par des archives. Hein, n'oublions pas que c'est un musée ici aujourd'hui. Au rez-de-chaussée, les appartements du prince. Premier étage, les appartements de la princesse. Non, je m'étais arrêtée à la famille de Guise. La famille de Guise, 160 ans, et donc la dernière héritière, elle s'appelle Marie de Guise. On a 2 Marie de Guise d'ailleurs, hein, dans la famille des de Guise. Vous vous souvenez peut-être, sûrement, Marie Stuart. Qui était la maman de Marie Stuart? C'était une de Guise. C'était la fille du premier François de Lorraine, duc de Guise. Et elle s'était mariée, on l'avait mariée, à Jacques V d'Écosse. Et la fille, Marie Stuart. Et Marie Stuart a été reine de France. Donc les liens entre les de Guise et la royauté, très étroits. C'est pour ça que les de Guise étaient quand même une famille très importante, puisque Marie Stuart, on va la marier, vous vous souvenez, à qui? Au fils au roi de France, oui. Très bien, vous ne prenez pas de risque. François II, fils d'Henri II. 59-60, hein, il reste 18 mois sur le trône, donc c'est très très court. Jusqu'en 1988, jusqu'à l'ouverture du Garant, qui est maintenant la salle de lecture, là-bas, de recherche. Hein, c'était la salle de lecture se trouvait ici. 1902, 1988, on avait 50 ans. Alors, vous savez, les lieux ici ont été maintes fois restaurés, transformés. Le premier important au niveau du musée des transformations, le premier rang d'importance, c'est le Marquis de Laborde, 1867, avec l'ouverture du musée. Deuxième, une femme très importante en 1949, qui va introduire des idées nouvelles aux archives nationales, surtout en termes de muséographie, Brigitte Bernot. Brigitte Bernot est romancière, mais elle est historienne d'abord, de formation. C'est elle qui va avoir l'idée, par exemple, de faire des lectures publiques théâtrales des archives. C'est elle aussi qui aura l'idée, alors ça c'est intéressant quand même, de créer des expositions temporaires, parce qu'elle s'est rendue compte quand même, on avait déjà eu un petit aperçu auparavant, qu'exposer les archives trop longtemps,
eh bien, c'était les fragiliser. Donc, les expositions temporaires permettent de les montrer, ces archives, mais sur un temps réduit, et ça les protège. Et dans ce XVIIIe siècle, donc, explosion aussi au niveau des arts, on veut des choses joyeuses, hein, des choses qui sortent de ce long siècle de Louis XIV du classicisme, où la symétrie, la rigueur des lignes droites n'existera plus. On va remplacer, on a quand même quelques lignes droites dans les lambris, mais des rinceaux, des coquilles, des enroulements, des courbes, des contre-courbes, c'est ça le vocal, des couleurs bleues, irisées, des roses, du blanc et du doré, à profusion aussi. Le rocaille, né en France, à l'étranger, prendra le nom de rococo. La chambre, c'est la chambre d'Hercule Mériadec, et pas du premier dont je vous ai parlé, François, le prince de Soubise, c'est son fils, Hercule Mériadec, celui qui hérite du palais, et c'est lui qui fait travailler Germain Beaufranc dans ses appartements. Hercule Mériadec a 60 ans. Alors, il avait déjà habité avant dans ce palais, mais à l'âge de 60 ans, il tombe fou amoureux. Et il se marie d'une petite beauté de 19 ans, qui était veuve aussi, Marie-Sophie de Courcillon. Il faut célébrer la jeunesse et la beauté de cette petite mariée et de ce grand amour, parce qu'à l'âge de 60 ans, voilà notre Hercule Mériadec, fou amoureux, et il faut que ça se sache. Parce que c'est ça aussi le 18e libertin, le 18e hédoniste, que nous allons retrouver au travers du décor. On ne se cache pas. Et puis il n'y a pas de morale. Il y a une morale, mais légère, très légère. Et on va la retrouver dans les décors. Vous avez regardé un petit peu les peintures dans notre salle. On avait deux très beaux bouchers, Vénus au bain, Vénus à la toilette. Avant de vous parler des peintures, je vais plutôt vous parler encore mythologie, les amours de Jupiter, parce qu'on sait très bien que Jupiter passait très peu de temps auprès de Junon, sa légitime, il passait plutôt son temps avec ses multiples maîtresses, à essayer d'éviter la jalousie de sa légitime. C'est pour ça qu'il prenait différentes formes, comme ça il était sûr, ou presque sûr, qu'elle ne le reconnaîtrait pas et qu'il pourrait séduire toutes celles qui voulaient approcher. Et c'est un petit peu cette histoire, enfin une partie de l'histoire des femmes aimées de Jupiter que nous avons dans les médaillons. Regardez ces beaux médaillons dorés. Peut-être probablement l'œuvre de Jacques Verbeeck, qui a travaillé aussi aux petits appartements de Louis XV à Versailles. Alors, si vous regardez, là encore, César Ripa nous aide beaucoup pour reconnaître l'iconographie. Ici, nous avons l'histoire de Sémélé. Sémélé était aimée de Jupiter et Junon le savait. C'était une mortelle. Elle se transforme, Junon, nous ne l'avons pas représentée ici, mais elle se transforme, enfin, elle prend l'apparence de la vieille nourrice de Sémélé pour convaincre Sémélé. On avait plutôt un dégradé, un camailleux de vert amande pour le prince. Ici, on a un beau bleu. C'est censé représenter une volière avec des petits sur le bord de la volière. Vous voyez, les petits qui s'amusent. Et le seul site pictural racontant toute une histoire dans l'hôtel de ce lycée américain. C'est dans le salon de la princesse, parce que nous avons une histoire autour d'un personnage central que l'on connaissait déjà dans l'Antiquité, le IIe siècle avant Jésus-Christ, les métamorphoses d'Apulée. Et dans les métamorphoses d'Apulée, nous avons l'histoire de Psyché et d'amour, que La Fontaine a repris. Cette histoire-là, beaucoup passé. Vous allez aussi voir les girafes. Les girafes, ce sont les escabeaux en bois que les archivistes n'utilisent plus parce que c'est dangereux. Et les girafes commencent à être un peu bancales. Maintenant, on utilise des centaures. C'est des escabeaux en métal avec des freins. C'est beaucoup plus sûr quand on doit grimper aux
dernier étage du boutonnage. Et puis les crochets utilisés jusqu'en 1988, des sortes des portefaix comme les porteurs des halles pour passer d'un bâtiment à l'autre et porter parfois des gros sacs dont on avait besoin pour travailler au niveau des archives. C'est la dernière petite salle. Quand vous aurez terminé, moi je suis encore avec vous si vous avez des questions.